Donc on a le monde classique de l'IT, que vous connaissez tous, un serveur, des PC, etc. Mais il y a aussi un autre monde qu'on appelle l'OT, donc c'est Operation Technology. Et le monde de l'OT, c'est un peu, si je peux vous donner quelques exemples, le nucléaire, les transports, gaz, électricité. Donc c'est quelque chose plutôt du monde industriel, monde manufacturier. Alors, pourquoi je distingue ces deux mondes parce que ça va avoir un impact sur justement les prises de décision, mais aussi comment l'AI pourrait avoir un impact sur notre day-to-day. Alors, quelle est la particularité du monde de l'OT ? Malheureusement, c'est un monde où la maturité cyber est très faible. Par exemple, Agoria a fait une étude en 2021 et 50% des patrons, en tout cas référencés dans cette étude, estiment qu'ils ne sont pas concernés par la cyber. Ok. Et deuxièmement, c'est aussi 48% reconnaissent qu'ils ont des actifs informationnels, donc des assets, qui sont d'un niveau de legacy de plus de 10 ans, voire jusque 30 ans. Parce que comme vous le savez aussi dans le monde de l'OT, quand ça tourne, on ne touche pas la prod. Et on ne touche pas la prod. Or, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une évolution des nouvelles technologies et malheureusement, le monde de l'OT n'est pas toujours en phase avec cette évolution technologique. Alors, je voudrais quand même insister, et ça c'est quelque chose que je vous invite à retenir. Dans le monde de l'OT, j'appelle ça les 3Y, ce sont 3 Y. Il y a l'aspect legacy, donc tout ce qui est obsolescence. Il y a l'aspect safety, ça c'est vraiment crucial et je vais insister par la suite là-dessus. Donc le safety, c'est quel est l'impact sur la vie humaine, si je dirais, pour l'ensemble des employés, mais aussi les consommateurs, les utilisateurs des applications ou en tout cas des produits du monde de l'OT. Et puis, comme je l'ai déjà annoncé, il y a vraiment une difficulté de toucher à cette production. Et donc, oui, il faut mettre des solutions innovatrices. Alors, si ce n'était que ça, c'est pas encore trop grave. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le FOF, le Factory of Futures ou Industrie 4.0. C'est quoi exactement ? C'est très simple. On fusionne les deux mondes. C'est IAOT. Donc en clair, vous avez un monde de l'IT qui est relativement mature avec un monde de l'OT qui ne l'est pas. Et paf, on a un nouveau écosystème avec les implications. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, les menaces sont croissantes. Alors vous connaissez tous le phishing, je pense, j'espère. Vous êtes tous sensibilisés à ne pas cliquer sur un lien qui n'est pas adéquat. Je pense que vous êtes relativement tous concernés sur le ransomware. Donc le fait que toutes vos données sont encryptées et malheureusement on ne sait plus l'utiliser à part payer une rançon. Mais il y a plus que ça. Depuis 2 ans, on a remarqué une nouvelle menace qui s'appelle les wiperware. Alors certains vont rigoler, pensent à un tupperware. Mais le wiperware, c'est quoi ? C'est ce malware qui a cette faculté à wiper. Wiper, donc c'est plus qu'effacer. C'est vraiment intervenir dans les chipsets, donc les puces des cartes mères, et c'est surtout dans l'objectif de pouvoir détruire vos systèmes de défense. Et donc quand on n'a plus de système de défense, vous êtes vulnérable. Et malheureusement, on est déjà dans une autre catégorie, et on appelle ça les killware. Donc phishing, ransomware, wiperware et les killware. Et c'est quoi les killware ? En fait, c'est simplement, si je puis dire, une attaque cyber qui a un impact sur la vie humaine. On a déjà des exemples, j'espère que ce sont des dommages collatéraux, mais Gartner prévoit en 2025 une explosion de ces killware. On a de plus en plus d'exemples et c'est surtout des attaques, par exemple, sur les hôpitaux. Je crois qu'en France, il y a déjà pas mal d'exemples. En Belgique, on est aussi un peu bombardé. Imaginez qu'on parvienne à prendre le contrôle des urgences ou qu'on falsifie les types de traitements, etc., etc. Vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir. Alors, maintenant, si vous rajoutez cette couche AI dans ce petit framework phishing, ransomware, wiperware et killware, qu'est-ce qu'on va avoir ? Vous allez avoir la première phase qui s'appelle le deep RICO. Je vais parler de deepfake. Deep RICO, ça veut dire que vous allez avoir des systèmes autonomes qui ont cette capacité d'analyser, je dirais, le cyberespace et de trouver les failles. C'est un peu comme un sniffing, un scanning, mais de manière tout à fait automatisée. Et puis, il y a le deep phishing.
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu un premier exemple ici en janvier, où une société a perdu, je crois, 26 millions, une société chinoise, juste par le fait qu'ils ont eu un Teams avec les mêmes faciès, les mêmes comportements d'exécutifs, et donc c'était vraiment un deep Teams. Mais c'était tellement bien fait qu'ils ont quand même payé suite à une décision managériale, et tout était faux. Donc on est déjà à un stade très avancé sur le deep phishing. Et puis, ça c'est plutôt un terme personnel, je dirais le deep targeting. Alors qu'est-ce que ça veut dire deep targeting? Je vais vous donner un exemple. Vous allez pouvoir cibler des targets, des cibles. Vous allez vraiment bien pouvoir cibler de manière automatisée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous connaissez sans doute l'unité 8200 en Israël. Ils utilisent l'AI, et c'est tout à fait officiel, justement pour pouvoir prendre des actions offensives avec l'appui d'intelligence artificielle. Et puis, si on est au next step, Killware, mais ajouté avec la couche AI, imaginez que, non, c'est même pas imaginez, pour le nouvel an chinois, début février, vous l'avez tous vu, un beau dragon avec 4000 drones. Sympa. Autonome. Mais par contre, si vous regardez un peu en Ukraine, on a des articles avec 1 million de drones faits maison avec des petits missiles. Si vous combinez les deux, avec un bon algorithme, ça peut faire des dégâts. Et on peut le dire, certes, il y a quand même des préoccupations au niveau défense, en disant qu'avec 300 drones bien armés, on pourrait faire des dégâts sur des porte-avions. Donc ce sont des choses qui sont vraiment importantes à prendre en considération. Alors, ce qui est positif, parlons maintenant de manière positive, c'est qu'on a un tsunami de régulation européenne. Vous connaissez tous le NIS 2, j'espère. On vient de parler de l'EA Act, mais il y a aussi le Cyber Resilience Act, il y a le Cyber Security Act, donc il y a toutes des régulations qui arrivent, qui va permettre de cadrer certaines choses. La mauvaise nouvelle, c'est que souvent, quand ce sont des attaques de type étatique, nation state attack, ou des hackers professionnels, ils ne suivent pas toujours les règles. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Alors je terminerai par peut-être une conclusion. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors la première chose, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, et vous aussi. Je pense que vous devez vraiment sensibiliser ou évangéliser et de bien comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je crois que la solution, c'est partnership. On a de la chance aujourd'hui de pouvoir faire des partnerships avec la défense, comme Michel Van Straten l'a annoncé. Donc, Agoria collabore avec une centaine d'entreprises et l'objectif, c'est de pouvoir collaborer ensemble et de mettre en place des solutions ou en tout cas des approches pour pouvoir aider ce monde d'entités critiques. La deuxième chose aussi, je pense, aujourd'hui à 2h, on a justement un partnership avec le Luxembourg où on va créer la première journée de balance, donc des entreprises belges, des entreprises luxembourgeoises, et on va collaborer ensemble, faire le matchmaking et de voir comment on peut trouver des solutions. Alors aussi, au sein d'Agoria, je coordonne un business group qui s'appelle Cyber Made in Belgium. Vous pouvez les reconnaître, on a tous des lanyards noir, jaune, rouge. Et là-dedans, on a aussi développé vendredi passé un nouveau focus group qui est justement lié à ce monde manufacturier. Donc on a eu une vingtaine d'entreprises sérieuses qui ont une expertise là-dedans et on va pouvoir aussi adresser toute cette problématique. Alors, je terminerai par ça. Je pense qu'il faut être positif. On a pas mal de groupes et d'experts ici qui réfléchissent et qui travaillent et qui mettent en place des solutions. Mais je suis convaincu que ce partnership défense et industrie, c'est la clé pour le futur. Voilà, merci. Merci Eric. Je propose que nous nous tournions maintenant vers l'autre côté de l'Atlantique pour avoir un regard encore différent. Et je vais demander donc au colonel Daniel Blanc. Donc, cher Daniel, je me permets de te parler en français. En fait, et depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Ottawa il y a quelques années, beaucoup de choses ont bougé dans le domaine de l'intelligence artificielle et maintenant on en parle en permanence dans le domaine de la défense. Avant toute chose, j'aimerais avoir, et je reviendrai après vers toi avec une question, mais j'aimerais savoir déjà quel emploi, quel usage vous voyez pour l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense. Et tu parles en anglais tranquillement et on te comprend.
Merci Henri, et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. On a eu des discussions je vais passer ça au quartier général d'une force cyber. So I'm going to present this a little bit in English now. Let me just talk about the operational advantage. This is what it's all about. Why artificial intelligence is so critical to military operations. Our job is to defend, fight, and win our nation's battles. That is in the physical domain and in the cyber domain. Your sons and daughters, your partners, are part of that fight. And you know that sitting here in Europe, some of the realities that we currently face. The threat actors are using artificial intelligence today. They are working at speed, and we need to be able to defend at speed. And the key for us in the military is that we need to be able to see first, we need to be able to decide quickly, and to act. If not, the enemy has the advantage. So, again, artificial intelligence, we have no choice. We need to implement this in our military forces. How we do that, though, is a discussion that is ongoing with all Western militaries. Because, of course, we need to do it in a responsible way, and we need to do it in a way that we have full trust of the governments that we represent, to ensure that it's going to be used in a responsible manner. This is a challenge, because we are talking about speed, precision, and trust in the implementation of artificial intelligence in military operations. We are now, in my organization, looking at how to implement it. And we're looking at implementing it in 9 main areas. This is in the threat detection area, the real-time monitoring, the incident response, the malware detection, the authorization and authentication aspects, our network security, our threat intelligence, and our security awareness training. And we look at implementing this artificial intelligence in a full spectrum of cyber operations, in defensive cyber operations, offensive cyber operations, and our security, cooperation, and capacity building efforts. So it's critical. Once again, if we're going to fight and win in this domain, artificial intelligence is going to be a key enabler, which I think is going to lead us to some of the discussions about the importance of ensuring that the legislation that governments are developing, and as we discussed earlier, are implemented with that in mind. Merci Henri, à vous. Oui, merci Daniel. J'en profite pour te poser une autre question. Tu as évoqué un peu le besoin de réglementation, en tout cas le fait qu'il y a des discussions entre pays occidentaux sur le sujet. Moi, j'aimerais savoir, d'une part, quel est l'état des lieux des réflexions au Canada et éventuellement quel regard tu as ou vous avez sur notre appétit pour la réglementation en Europe. C'est une question dangereuse. Au Canada, on est en train de faire notre programme, mais en vérité, ça prend trop de temps. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est que c'est un sujet très compliqué. Et pour nous, ça ne marche pas à la vitesse de la technologie. Et pour les gouvernements, je pense que des fois, ils ont un petit peu peur d'écrire quelque chose et faire une loi. Et ils savent que dans 1 an, ça va tout changer. So I think one of the concerns we have is that whatever legislative framework we build, and we are in the early stages of building some, and we're in consultation stages now, is that the framework of that legislation is going to be very hard to maintain. The analogy that I use is, if you recall, back after 9/11, many of our governments put in counterterrorism legislation. But to ensure that that legislation stayed in bounds, it was time constrained. So many nations passed that legislation with a 5-year sunset clause or an actual review mandated in the legislation. I think for artificial intelligence, that is the same thing. We need to look at legislation that has a mandatory review process, because the technology of tomorrow is unknown. And how quickly things like quantum are going to affect that is important when we go forward. So, from a Canadian perspective, I think we're behind the European work that is being done. I hope that we catch up very quickly, but it's a complex area and there's lots of work going on.
And I'll be honest with you, I think we're going to learn from their European experience as they implement their legislative framework. Merci, Henri. Merci. Je retiens la notion. Alors d'abord, nous sommes en avance. Merci. Merci pour le compliment. Je retiens également le défi de la réglementation qui sera en fait toujours en retard sur la technologie et donc le besoin, mais que j'avais déjà entendu de la part des autres intervenants, le besoin de conserver de la marge de manœuvre dans la réglementation et la nécessité d'être capable de la revoir régulièrement. Pour cela, d'ailleurs, je me tourne vers vous, monsieur l'ambassadeur, pour savoir finalement pourquoi le corps diplomatique, pourquoi les diplomates, pourquoi autour de l'étape de négociation à Bruxelles et au-delà, nous nous interrogeons sur les risques et menaces de l'intelligence artificielle et leur relation avec la cybersécurité ou la défense de façon générale. Parce que ce n'est pas votre, si je puis me le permettre, terrain de jeu habituel. Voilà, merci. Mais je veux tout d'abord dire que l'intelligence artificielle, il faut le voir sous l'aspect opportunité et l'aspect risque et menace. Il ne faut pas oublier l'aspect opportunité qui en amène beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur les risques et les menaces de l'intelligence artificielle? Parce que notre cœur de métier, c'est la paix et la sécurité. Paix et sécurité internationale. Et la semaine dernière, par exemple, nous avions une réflexion au niveau des Nations Unies sur les risques de l'intelligence artificielle par rapport à la cybersécurité. Alors on a travaillé sur base de 3 scénarios. Ce n'est pas exhaustif, mais ça donne une idée des risques actuels sur lesquels on s'interroge. Premier scénario, ce sont des cyberattaques qui sont renforcées et accentuées par l'intelligence artificielle. Et l'exemple pris du scénario, ce sont des attaques cyber renforcées par l'intelligence artificielle qui exploitent des vulnérabilités inconnues et qui ont pour cible des infrastructures critiques. L'idée, c'était évidemment réseau électrique et l'impact sur la société que ça pouvait avoir et l'impact aussi sur les relations entre les États. Et si on pousse le raisonnement, et ça ne faisait pas partie des discussions, mais je le partage avec vous, si on pousse le raisonnement d'une attaque de l'intelligence artificielle autonome sur une infrastructure critique, par exemple une centrale nucléaire, l'attaque est immédiate, vous ne savez pas d'où elle vient, et elle a l'effet d'une bombe nucléaire. Quelle est, dans ce cas de figure, la politique de dissuasion nucléaire qui est menée en France, par exemple? Dans une guerre conventionnelle nucléaire, vous avez quand même quelques minutes pour réagir, pour savoir d'où vient le missile ou la charge qui porte la charge nucléaire. Mais dans ce cas précis d'une attaque menée par l'intelligence artificielle qui complexifie une cyberattaque, les règles internationales, les règles de dissuasion et les règles de paix et de sécurité sont complètement modifiées. Deuxième scénario, c'est le scénario d'une intelligence artificielle qui est utilisée dans nos sociétés. Imaginons que l'intelligence artificielle est utilisée pour traiter les dossiers d'immigration et est chargée de faire le pré-examen des dossiers des candidats à l'immigration pour voir s'ils remplissent les conditions légales fixées par l'État. Et imaginons que l'intelligence artificielle ait été altérée, qu'une attaque ait modifié les algorithmes et le système d'analyse commence à dévier faiblement et on ne le détecte pas tout de suite. Et dans les dossiers d'analyse d'immigration, des dossiers d'immigration, tout d'un coup, on voit que les personnes de moins d'1,60 m et qui sont rousses commencent à se faire refuser les dossiers. Et alors, il y a un impact évidemment dans la confiance de toute la population sur la mise en œuvre de cette intelligence artificielle. Donc, après les attaques cyber augmentées par l'intelligence artificielle, on a le cas des modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes altérés par des attaques, par des défauts ou par des mauvais fonctionnements. Troisième scénario, c'est celui de l'intelligence artificielle qui perturbe et qui modifie notre perception de la réalité. Ce sont les campagnes de désinformation, ce sont les deepfakes, et ce sont évidemment les impacts sur les processus électoraux et les processus démocratiques. Vous imaginez un candidat à l'élection présidentielle qui tout d'un coup se désiste en faveur de son opposant
avec une vidéo produite par l'intelligence artificielle qui influencerait les électeurs. Voilà, ces trois types de menaces, ces trois types d'approche de l'intelligence artificielle, ces scénarios, pour être plausibles à brève échéance et poser des questions pour les relations entre les États, pour la stabilité de nos systèmes démocratiques et la confiance dans les structures de l'État. Voilà ce qui nous préoccupe au niveau diplomatique et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces questions. Je vais vous proposer de passer aux questions venues de la salle, si vous souhaitez en poser. Pour ça, je vous demande de préciser éventuellement à qui vous posez la question, sinon de façon complètement arbitraire, je dirigerai vos tirs vers les uns et les autres. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, je me tourne une dernière fois vers Ben, juste pour que vous nous précisiez éventuellement à quel horizon les autorités luxembourgeoises travaillent quand ils réfléchissent justement à ces stratégies. Oui, donc dans notre point de vue, c'est très important qu'on implique aussi les citoyens, car il y a des impacts sur les citoyens. Donc, on prend des exemples ici sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser les systèmes émergents pour les utiliser contre les intérêts des citoyens. Donc, il faut aussi les inclure dans les, au moins les demander quels sont, à vos avis, les besoins réglementaires à mettre en place, aussi pour la défense. Et pour faire cela ou pour faire cet exercice, il faut commencer à les informer sur les dangers et les risques, mais aussi les opportunités. Et pour essayer de les informer, si on nous réglemente trop, alors on ne pourra plus jamais réagir aux adversaires qui peut-être n'ont pas de réglementation en place. Donc voilà, on voulait faire cet exercice pour vraiment éviter par après, si on prend des décisions de ne pas trop réglementer, d'avoir peut-être sur la place publique une discussion sur pourquoi est-ce que vous avez pris une telle décision. On vous a demandé, on vous a informé aussi au début de cet exercice. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait pas toujours, mais dans ce domaine qui était encore un peu futur, on voulait essayer de le faire. Voilà. Okay, je vous remercie. Donc, on ouvre la session de questions-réponses. On a à peu près 25 minutes devant nous. Je vous en prie. Je suis Georges Hélène, je travaille également pour la Golia, pour le secteur défense, sécurité et défense. Ma question est à M. l'ambassadeur et aux représentants luxembourgeois et canadiens. Quand on parle d'armes autonomes et l'utilisation d'intelligence artificielle, vous avez cité l'intervention humaine, meaningful human intervention, donc pour éviter le comportement complètement autonome. Qu'est-ce que ça signifie en fait, meaningful human intervention? Parce que quand je prends l'exemple d'un deep targeting et puis d'un killerware, il y a peut-être l'humain qui est qui prend la décision, qui switch on le système, mais c'est quoi en fait meaningful human intervention? Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Voilà, donc il y a beaucoup de discussions au niveau international sur exactement ces sujets. Qu'est-ce qu'on comprend sous système d'armes autonomes, mais aussi human in the loop, human out of the loop, meaningful human interaction. Car c'est vraiment quelque chose de clé qui va se mettre par après dans les textes, mais il faut avoir une définition. Ce qu'on comprend chez nous, c'est au moins la décision si on parle de système d'armes, la décision, est-ce que on peut déployer une force contre un objet, oui ou non? Ça doit provenir de toute façon d'un être humain, mais cet être humain doit prendre cette décision d'une façon informée. Donc il doit comprendre comment est-ce que le système a fait la conclusion qu'il faut maintenant déployer une force.
car si après on a vraiment un incident non voulu, il y aura des questions, il y aura des forensiques à faire et tout. Donc, il faut vraiment garder cette trace des décisions. Donc là, ouais, chaîne de commandement, voilà. Je voudrais intervenir aussi sur cette question, basée aussi sur, je veux dire, l'expérience professionnelle d'il y a plus de 20 ans, avec l'introduction de grands avions pilotés à distance. Et j'utilise à dessein ce mot-là et pas le mot drone. Et donc, en anglais, RPA, Remotely Piloted Aircraft. Donc, le premier point que je veux mettre sur la question, c'est qu'il faut appeler les choses correctement, la bonne terminologie. Donc, quand on voit un MQ-9B ou un MQA, un Reaper, ben, vous voyez un avion qui vole sans pilote à bord, et on appelle ça un robot. C'est un avion qui est piloté à distance, dont le cockpit reste au sol et dont le fly-by-wire, donc la liaison électrique vers les surfaces de commande des ailes de l'avion, sont faites par un data link, ou plusieurs data links. Donc c'est un avion. Doit être considéré comme un avion, ça se comporte comme un avion. C'est piloté comme un avion par un crew avec un multi-crew, avec un commandant de bord, un copilote, qui ont les mêmes fonctions qu'un crew à bord d'un grand avion de transport avec un commandant de bord et un copilote. Donc, le premier point, c'est d'abord appeler les choses ce qu'elles sont, l'essence de ce qu'elles sont. Le deuxième élément, et ça c'est pour rentrer un peu dans le débat de l'intelligence artificielle, faire la différence entre automatisation, automation, et augmentation de la capacité d'analyse ou de prise de décision de l'humain qui est meaningful, qui a meaningful intervention dans le processus. La différence entre les deux, tout le monde sera d'accord pour dire qu'un médecin spécialiste qui utilise des techniques d'analyse, d'imagerie renforcées pour renforcer sa capacité d'analyse et détecter un cancer plus tôt, tout le monde trouvera ça tout à fait normal et légitime. Pour reprendre les exemples dans le domaine de la défense, si on doit pouvoir détecter plus rapidement des menaces d'attaque contre nos forces, c'est tout à fait légitime d'augmenter notre capacité à les détecter pour qu'on puisse prendre, dans une logique de planification militaire, rapidement des décisions. L'autre aspect, c'est automatisation à outrance. Donc, automatisation à outrance jusqu'à l'automatisation de la prise de décision. Donc, c'est là qu'est l'os. Et donc, tant que vous restez dans le domaine de l'augmentation des capacités d'analyse et que vous savez le justifier, donc ça c'est un autre débat, voilà, c'est là qu'est la limite. À partir de quand est-ce que jusqu'où s'arrête l'automatisation d'une arme? Voilà, c'est ça la question. Donc on peut automatiser des processus jusqu'à un certain point, mais pas dans l'absolu et dans l'extrême de toutes les prises de décision. Voilà donc deux éléments de discussion dans le débat. Voilà, pour prolonger peut-être cette excellente distinction qui est faite, la question qui se pose, c'est la prédictabilité de l'arme. C'est-à-dire si c'est automatisé à l'extrême, on connaît son comportement. Si c'est un modèle entraîné par l'intelligence artificielle, par définition, on ne peut pas connaître son comportement. Et c'est ça la grande différence entre les deux. Alors, meaningful human intervention, évidemment, c'est le cœur du débat, c'est ce qui doit être discuté entre les États qui négocieront pour se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Pour moi, il faut distinguer les différentes phases des systèmes et des armes. Pour moi, ce que je dirais comme définition personnelle, c'est la capacité de l'humain à contredire la machine.
et contredire l'intelligence artificielle en donnant une décision alternative. Mais évidemment, c'est compliqué parce que le système d'intelligence artificielle a une capacité de gestion des données supérieure à l'être humain en termes de données, mais aussi en termes de temps de réponse. Et le véritable challenge ou le véritable défi pour un humain, c'est de ne pas être écrasé par la machine et dans une circonstance où il a la capacité mentale de contredire une proposition de décision de l'intelligence artificielle, mais aussi qu'il aura le temps de réaction nécessaire pour prendre une décision fondée peut-être sur d'autres éléments qu'aura utilisé l'intelligence artificielle, qui peut être des éléments d'éthique, qui peut être des éléments d'humanité, qui sont tous des éléments qui font partie du droit humanitaire international. Donc c'est vraiment la capacité de l'humain à pouvoir donner une opinion alternative et reprendre le contrôle sur ce qui serait proposé par l'intelligence artificielle. Mais ça, ce sera le cœur des débats. Merci. Alors j'ai cru voir qu'il y avait au moins 2 questions au fond là-bas. Merci. Et je propose qu'on prenne les 2 questions. Alors sachez également que en fait nous avons des projecteurs dans les yeux. Donc si vous voulez que je vous vois poser des questions, n'hésitez pas à faire comme quand vous êtes au restaurant et que le maître d'hôtel vous tourne le dos. Vous faites de grands gestes, ce qui me permettra de vous voir. Donc on a 2 questions au fond. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc Antoine Briot, je suis chargé de mission au French Cyber Command. Ma question se tourne davantage vers le général Van Schretem et le colonel Daniel Blanc. On a évoqué du coup l'usage de l'intelligence artificielle quant à la modification des perceptions. Je voulais savoir quelles étaient les réflexions du Cyber Command belge et des forces cyber du Canada sur la guerre psychocognitive, parce que vous n'êtes pas sans savoir que des États comme la Chine développent actuellement des programmes de modification des perceptions à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc je voulais savoir quelles étaient les réflexions militaires sur ces questions-là, et notamment sur l'utilisation de l'IA dans ces domaines d'affrontement. Merci beaucoup. Merci pour la question. On va prendre la deuxième question. Oh. Bonjour à tous, Laetitia Avia, avocate. Ma question porte sur justement le cadre juridique, puisqu'on sait qu'il est déjà assez faible en matière d'intelligence artificielle et encore plus faible, voire quasi inexistant, en ce qui concerne les applications militaires. Vous avez indiqué qu'au Luxembourg, dans le cadre de votre consultation, de votre groupe de travail, vous aviez intégré des juristes. Je voulais savoir quel était leur rôle et leur position et quel est leur rôle aujourd'hui dans la mise en œuvre de votre stratégie. Merci. Donc, dans l'ordre, Daniel, Michel, puis Ben pour le Luxembourg. Okay, I think I'm gonna try to answer this one a little bit uniquely. Why the concern? Human emotions drive our actions, and emotions that we all have are easy to manipulate. The way to look at this is that the adversary can hack our minds easily. And if you don't believe me, look at the social media trends and some of the challenges we're having with folks on the disinformation, misinformation space. Therefore, artificial intelligence is going to be used to influence human behavior, even more than it is already today. It's going to get worse. So the use of AI to manipulate our population through the influence of this emotion is of great concern. And I don't think we have the answer yet of how to counter this. You know, the level of disinformation, misinformation that's being put out there, governments cannot react quick enough. And we try sometimes to make sure that we get the truth out quickly, effectively, and to multiple platforms. But when this information is being pushed out on some social media influencers that have millions of viewers, look at your respective government's social media sites and see how many followers there were on Twitter or X and Instagram, etc. Compare those numbers to some of the other influencers that are out there. We joke a little bit about the best thing that we could ever do for
our cyber forces would be to get Taylor Swift to retweet something that we've put out, right? Because she has millions of followers. Most governments don't. And also look at the demographics of who is on those social media sites as well. I'm not sure we and other governments are always in the right space to get that information out quickly, effectively, and to counter some of that disinformation. This cognitive warfare issue is still new to us. We're still trying to figure it out. And I hope that collectively the Western world can work on some solutions to this. En ce qui concerne la Belgique, le Cyber Command a un rôle particulier, puisque nous faisons aussi partie du service de renseignement et de sécurité de la Défense, qui est un des deux services de renseignement de la Belgique. On a un rôle particulier dans la détection de ce que nous appelons le FIMI, F-I-M-I, Foxtrot India Mike India, qui est une normalisation des définitions au niveau de l'Union européenne en matière de désinformation. Donc c'est Foreign Information Manipulation and Interference. C'est de l'interférence et de la manipulation d'informations d'origine étrangère. Et donc, comme il se doit dans un cadre démocratique, il faut être très prudent sur les capacités et les missions qu'on donne je dirais, aux organes étatiques, a fortiori, je dirais, dans le domaine informationnel. Et donc, nous, notre mission est limitée au F du FIMI, donc de détecter lorsqu'il y a une influence étrangère dans des débats radicaux dans l'espace informationnel en Belgique. Ça, c'est la mission. On a développé une capacité dans ce domaine-là depuis 2019, suite à des préparatifs pour les élections de 2019. On a réactivé ce processus et pour les élections qui ont lieu maintenant en juin, tant sur le plan fédéral, régional qu'européen en Belgique. Et on a développé une capacité, entre guillemets, pas entre guillemets, une capacité permanente dans le domaine. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Vous avez un débat qui est un peu, je vais dire, houleux dans les médias sociaux avec les agriculteurs. Parfois, ça vient d'abord de France. Quand il pleut à Paris, il brille à Bruxelles. Et donc après, vous avez ce débat. Et à un moment donné, on détecte en fait que des discussions radicales sont accélérées, soit par des algorithmes automatisés, soit par des trolls, soit par des bots, peu importe. Et on essaye de détecter d'où ça vient, d'où ce pic d'accélération provient. Donc ça, c'est une des missions que nous faisons. On coopère également en international sur le domaine avec les cybercommandeurs en binational et également au sein de la conférence des cybercommandeurs de l'Union européenne, puisque nous avons mis justement cette thématique-là à l'agenda de nos discussions, et plus particulièrement le mot-clé, c'est partenariat pour y apporter une réponse. Alors partenariat avec qui ? Partenariat avec des ONG, partenariat avec des consortia qui sont mis en place par l'Union européenne. Il y a 14 hubs de consortia visant à contrer la désinformation qui ont été mis en place avec des subsides européens. Il y a un des hubs, en Belgique on en a deux, puisqu'on en a un pour la partie francophone et un pour la partie néerlandophone. Pour la partie francophone, on retrouve l'agence France Presse, on retrouve des télévisions belges, on retrouve des organisations qu'on appelle media literacy, c'est-à-dire compréhension des médias, comment fonctionnent les médias, fact-checker, etc. On retrouve une ONG comme EU des Infolab qui détecte des campagnes de désinformation. Et donc, en travaillant avec ces hubs, en travaillant en équipe avec ces hubs, on peut renforcer son dispositif défensif de détection. Donc ça, c'est la partie dont nous nous occupons. Au sein du Conseil national de sécurité que j'ai esquissé tout à l'heure dans le début de ma présentation, on a le Centre national de crise qui, eux,
sont chargés de diffuser les mesures à la population et à certaines organisations critiques, etc., les décisions qui seraient prises au niveau régalien du Conseil national de sécurité, mais également de mettre en place une plateforme pour augmenter l'awareness dans ce domaine-là. En France, vous avez l'organisation qui s'appelle Viginum. Voilà, ça c'est notre Viginum à nous, en équipe. Oui, sur la question du rôle des juristes dans notre groupe de travail. Donc, c'était un rôle très important car il faut d'abord faire l'analyse de la situation actuelle. Donc, quelles sont les législations déjà en place, les régulations, etc. Aussi au niveau international, le droit international, principalement le droit international humanitaire. Comment est-ce qu'il s'applique à ce nouveau type d'armes? Est-ce que c'est vraiment un nouveau type d'arme ou est-ce que c'est missile, c'est une missile, mais maintenant c'est avec une fonctionnalité de plus, cette autonomie. Voilà, donc il faut se poser les questions. Comment est-ce que ce qu'on a déjà en place s'applique sur les systèmes d'armes autonomes? Deuxième rôle, c'était la question sur le dual use. Donc, on a les I-Act qui s'appliquent sur l'industrie. Si eux ils développent des algorithmes qui peuvent être réutilisés par les défenses par après, comment est-ce que ça s'applique pour eux? Et après aussi, pour les questions de recherche, est-ce que, par exemple, on entend souvent, alors il faut essayer d'encoder le droit international humanitaire dans les algorithmes appliqués par l'intelligence artificielle, car il y a vraiment quelques principes qui pourraient être probablement, il y a des recherches qui le peuvent être encodés pour le ciblage, par exemple, pour identifier une cible. S'il y a une identification que c'est peut-être une probabilité que c'est un hôpital, alors c'est l'être humain qui doit prendre le contrôle et le système d'armes ne peut pas prendre une décision par lui-même. Voilà. Donc il y a énormément de questions juridiques dans ce domaine. Donc il faut vraiment travailler très proche avec les juristes. Voilà. Merci. Des volontaires pour des questions? Alors on va prendre une question ici. Et ensuite, je sais que le panel a une question pour vous. Ella Sim, réserviste pour l'armée de l'air. Vous avez très peu parlé de l'OTAN. On a des pays membres de l'UE ici et aussi de l'OTAN. Donc je souhaitais en savoir un peu plus sur la coopération UE-OTAN en matière de cyber et d'IA et savoir les dynamiques internes, les rapports de force. Est-ce que les pays membres de l'UE au sein de l'OTAN arrivent à faire valoir leur vision et leurs objectifs en matière d'IA et de cyber? Merci. Oui, évidemment, pour les alliés et les membres, je crois que tous les représentants autour de la table sont à la fois des alliés de l'OTAN. Le dialogue dans le domaine cyber, progresse. C'est un des objectifs aussi de la présidence belge de l'Union européenne, de se faire progresser la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN dans le domaine cyber. Il y a des relations au niveau technique, il y a des discussions pour accorder le type de réaction, le type de réponse. Lorsqu'on l'a évoqué, une innovation que nous avons lancée, ça a été la première réunion entre cyber-ambassadeurs et cyber-commandeurs le 17 janvier dernier, où on a eu des sessions communes. Et évidemment, nous avions invité également un représentant de l'OTAN pour affiner la question des réponses aux cyberattaques, les réponses diplomatiques aux cyberattaques, qui sont les questions d'attribution ou autres. Alors, ça progresse, ça ne progresse pas assez vite. Et évidemment, comme dans toutes les organisations internationales, les discussions entre diplomates et les discussions diplomatiques répondent aussi à la qualité des arguments et un certain rapport de force. Oui, j'en profite pour rebondir là-dessus. Effectivement, le domaine cyber au sens large est un des grands domaines de coopération UE-OTAN.
en particulier dans le domaine de la lutte informationnelle, hein, FIMI qui a été évoqué précédemment, et on le retrouvera certainement aussi dans le domaine de l'innovation, et en tout cas du soutien à l'innovation. Et c'est là que les réglementations, la notion de réglementation européenne aura de l'importance. Autre question de la salle ? Oui ? Bonjour, déjà merci pour la conférence. Donc moi c'est Imad Berazag du Centre opérationnel de sécurité du ministère des Affaires étrangères. Moi j'avais une question un peu plus large, c'était pour savoir, les IA c'est quelque chose de très complexe, on sait les entraîner mais on ne comprend pas forcément leur fonctionnement et leurs algorithmes. Et dans le cas où une IA en fait impliquerait la perte de vie humaine, qui en serait tenu pour responsable d'un point de vue légal? Est-ce que c'est l'éditeur du logiciel ou c'est le client de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si quelqu'un veut oser une réponse. J'ose une réponse. Certification de la navigabilité aérienne. Alors, comment ça fonctionne? In a nutshell, le fabricant de l'avion, il doit assurer que techniquement l'avion fonctionne suivant toute une série de normes et de critères. Il en est responsable. Il en est responsable pendant toute la durée de vie de l'avion et toutes les modifications de l'avion. L'avion est vendu à un opérateur, une compagnie aérienne. La compagnie aérienne est responsable d'utiliser cet avion dans les conditions et suivant les réglementations et les normes qui ont été dictées par le constructeur et par le secteur aéronautique en général. Alors, le pilote, le système de maintenance de l'avion, les entreprises qui entretiennent cet avion, c'est le même principe. Elles sont normées. Les personnels qui travaillent pour la compagnie aérienne, les pilotes, ils ont aussi toute une série de certifications à respecter. Les opérateurs qui font la maintenance des avions sont responsables de respecter toute une série de normes et de directives du constructeur. Et en plus, il y a un système qu'on appelle Aviation Safety où, pour 600 petits problèmes, vous avez 100 incidents, vous avez 10 accidents potentiels et vous avez un vrai accident. Et donc, le but, c'est de fermer les trous du fromage dans les 600. Et donc ça, c'est le... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on patch? C'est quoi patcher? C'est boucher un des 600 petits trous, et c'est continuellement boucher ces 600 trous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se partage l'information? Parce que c'est le même système qu'en aéronautique. Tous les utilisateurs d'un type d'avion sont obligés de se partager l'information sur les petits trous qu'ils auraient trouvés par hasard, pour avertir le constructeur, etc. Et donc, maintenant, en intelligence artificielle, comment est-ce qu'on applique ça? Déjà, c'est compliqué de l'appliquer en informatique. Alors, a fortiori, c'est encore plus compliqué de l'appliquer en intelligence artificielle. Mais c'est, pour moi, un début de réponse dans une approche possible. Merci. Je vais demander à chacun des intervenants de préparer son court mot de la fin, de façon à ce que l'on respecte le créneau horaire qui nous était autorisé. Je retiens, moi, en particulier, le fait que même si on dit que la défense est exclue du champ de la réglementation, ou souvent exclue du champ de la réglementation dans le domaine de l'intelligence artificielle, en fait, la frontière est extrêmement floue, voire inexistante, et c'est peut-être là l'un des plus grands changements par rapport à notre vision, ou notre approche en général de la réglementation sur les questions de nouvelles technologies et défense. Si les uns et les autres sont prêts, je vais commencer par l'autre extrémité de la table. Daniel, prêt? Écoute, je veux juste dire que c'est très important pour nous dans le militaire, et pour aussi ajouter répondre à une question de l'OTAN. Pour nous au Canada, c'est très difficile de faire des opérations cyber au-dessus de l'OTAN, parce que la plupart des autorités sont des autorités nationales. Et on est encore en train de travailler comment on va faire ça en dessous de l'OTAN. OK, c'est bon.
Moi, je dirais partnership. Hein, je me répète, mais je pense qu'on doit vraiment avoir ces partenariats à différents niveaux. On en a parlé, des partenariats inter-nations, des partenariats, défense, privé, education. Et donc ça, c'est pour moi l'essentiel. Je pense que l'autre mot, je pense qu'on doit vraiment comprendre les valeurs de la cyber et comment l'AI peut intervenir là-dedans. Et c'est une question de confiance et de résilience. Et je pense que ça, ce sont deux mots-clés que vous devez garder en mémoire. Oui, pour conclure, donc, ce qui est pas important, c'est vraiment de trouver des principes qui s'appliquent aussi à la défense avec vraiment les lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser, comparables avec l'AI Act, avec les unacceptable risks. Donc là, il faut aussi trouver des moyens pour définir ça dans le domaine de la défense. Donc l'AI Act, on pourrait prendre comme base pour essayer de définir des principes applicables à la défense. Aussi, c'est difficile. Voilà, merci. Moi, je voudrais terminer par partenariat aussi et deux questions vis-à-vis de la salle. Et donc, partenariat dans le domaine des connaissances, c'est absolument indispensable. C'est tellement complexe, ça évolue tellement vite, c'est intriqué dans toute notre vie et notre société. Et donc, il n'y a pas d'alternative à établir et à travailler ensemble. D'où ma question. Donc, en cybersécurité, je suppose, qui connaît le framework MITRE ATT&CK qui décrit les différentes techniques qui peuvent être utilisées pour attaquer les systèmes en cybersécurité? Une bonne majorité de la salle, ça c'est bon signe. Qui connaît le MITRE Atlas? Un peu moins. Alors le MITRE Atlas, c'est la version IA du MITRE ATT&CK. Et donc, si vous voulez, ici dans la thématique de la conférence, vous approfondir dans les techniques et les risques qui sont liés aux applications en intelligence artificielle, allez une fois comme on dit en Belgique, allez une fois voir le MITRE Atlas. Alors, pour conclure, moi je voudrais retracer quand même un cadre un peu plus global. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle avec nos yeux d'Européens ou de communautés transatlantiques, mais de rappeler qu'au cœur de ces questions d'intelligence artificielle sont aussi un combat ou une rivalité entre des visions différentes du monde. Entre des visions où on met l'humain au cœur de nos préoccupations, les valeurs démocratiques, la préservation des droits fondamentaux, qui sont des valeurs universelles. Et de l'autre côté, il y a des approches plus autoritaires, qui visent à utiliser la technologie pour soumettre les sociétés, les contrôler, vérifier leurs agissements, et d'une certaine manière limiter les droits. Et je crois que c'est important d'avoir ça en tête, c'est que ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question militaire, c'est aussi une question du fondement de nos sociétés. Il y a différentes visions autour du monde, et je crois que c'est vraiment dans le dialogue international, dans le multilatéralisme, qu'il sera important de confronter les idées pour avoir des éléments de rencontre, des éléments, des règles qu'on peut partager malgré nos différences de vue et qui seront importantes pour les questions de paix et de sécurité. Alors, il est évident que pour faire face à ces défis, la coopération, le partenariat sera important, partenariat entre diplomates et militaires, mais aussi partenariat avec les parties prenantes qui sont l'industrie, mais aussi le monde académique et la société civile. Avant de remercier les panélistes, nous vous souhaitons à tous un très beau FIC. On était en phase d'échauffement, donc merci à vous et en particulier pour les questions bien ciblées. Donc très beau FIC à vous toutes, à vous tous, et je vous demande de bien vouloir remercier les 5 panélistes.